Bonjour, bienvenue sur l'internaute.com. Question d'argent, votre émission où régulièrement nous vous proposons de questionner des experts pour vous aider à bien gérer vos finances personnelles. Et aujourd'hui, nous allons parler du crédit. Et oui, c'est la rentrée scolaire. Il fallait payer en début de semaine le tiers prévisionnel, les impôts locaux qui arrivent au mois d'octobre, au mois de novembre, plus les petits imprévus. Forcément, les budgets sont tendus et alors on fait appel forcément au crédit pour essayer de passer cette mauvaise passe. Comment faire pour bien gérer ces crédits pour que justement cette mauvaise passe ne finisse pas dans un trou, celui du surendettement? Pour répondre à vos questions, nous recevons aujourd'hui Pascal Beuvelet, qui est le président du courtier en crédit Inefi Crédit. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions des lecteurs. Donc vous avez 30 minutes pour poser vos questions. Vous êtes déjà quelques-uns à solliciter des questions et notamment Laura. Bonjour Monsieur Beuvelet. Il y a 3 ans, j'ai pris un crédit à la consommation pour financer mes études. J'ai pu régler quelques mensualités, mais cela fait plus d'une année que je suis au chômage. Du coup, je ne suis pas arrivé à tout payer et maintenant je suis poursuivi par une agence de recouvrement. Est-ce qu'il existe une solution pour me sortir de là? Oula. On commence dur. Oui, c'est pas la meilleure des solutions, puisqu'en fait, c'est Laura, n'est-ce pas? C'est Laura. Laura se trouve dans une situation effectivement difficile parce qu'elle n'a pas de revenus à l'heure actuelle, elle a une dette. Donc elle se trouve dans la plus mauvaise disposition possible pour ce genre de situation. Je crois que là, elle va être contrainte de se retourner sur des situations familiales ou des questions ou un gros problème de surendettement. Parce que en matière de renégociation de prêt, c'est-à-dire de regroupement de crédit, même s'il n'y a qu'un seul crédit, il faut mettre pour le banquier en face une recette. Il n'est pas possible de repositionner un crédit, de le réétaler dans le temps, si de l'autre côté, il n'y a pas une ressource. Donc la ressource est indispensable. Même un moratoire n'est pas envisageable parce qu'on démarre la vie active. Alors, dans ce cas-là, le mieux, c'est d'aller voir la banque, de discuter avec la banque et de lui présenter un plan en lui disant, parce que restons positifs, parce que les banques sont ouvertes malgré tout. La première des choses, c'est de ne pas faire l'autruche. Je dirais là, c'est pas de me mettre et de dire je suis aux abonnés absents, je réponds pas au courrier, je fais pas ci. Non, au contraire, je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes, aller voir le banquier en disant voilà, j'ai une difficulté, je suis en recherche d'emploi, je suis en recherche d'une solution. Si vous donnez-moi 6 mois, donnez-moi 8 mois, etc. Et là, s'il y a une volonté derrière, si elle tient également à informer son conseiller des démarches qu'elle fait, etc., je pense qu'il y a une solution. Mais là, elle va être quand même au bon vouloir de son conseiller et également de voir les rapports qu'elle a eus, parce qu'on est encore, malgré tout, on est toujours dans l'humain, hein, même dans ce genre de relationnel, on est toujours dans l'humain, surtout à ce point-là. Même si on est au stade de l'agence de recouvrement, parce que ça veut dire que la relation amicale, entre guillemets, avec la banque est un peu détériorée, puisque c'est un tiers qui intervient. Oui, tout à fait. Ça veut dire, à ce stade-là, c'est sans doute qu'il n'y a pas eu de discours entre le débiteur et son créancier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un rapprochement en disant j'ai une difficulté, etc. Donc à ce moment-là, le créancier est excédé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, si vous voulez, des échelons de décision. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas brutalement à la décision de mettre un recouvrement et avec un huissier, etc. et tout. Ça commence par, et surtout en matière de crédit conso, les banquiers ont des procédures de suivi des dossiers en France, très très abouti. C'est-à-dire qu'en fait, ils privilégient vraiment la renégociation, le réétalement, etc. Donc, il est vraisemblable qu'elle a eu des contacts. Maintenant, est-ce qu'elle a pris les contacts? Est-ce qu'elle a répondu au téléphone? Est-ce qu'elle ne s'est pas mise, Laura, parce qu'elle a eu peur, parce qu'elle a été traumatisée et se mettre... Elle a fait un peu l'autruche. Elle a fait l'autruche. À ce moment-là, elle a une possibilité. Mais maintenant, ses efforts pour convaincre vont être évidemment plus difficile. D'accord. Donc Laura, le conseil, c'est d'être plus enclin à discuter et à exposer vraiment le problème et elle-même de présenter une solution. Et après, de faire tout en sorte pour que les échéances qu'elle va mettre, les engagements qu'elle va prendre soient tenus, ou au moins qu'elle tienne informée de façon que celui qui la suit puisse faire un reporting au-dessus en disant « j'ai eu Laura au téléphone, elle m'a dit ça, on avance ça, voilà ». En sachant que si elle retrouve un emploi, toutes ces choses-là seront bien entendu plus faciles à résoudre. Ça sera un mauvais souvenir.
Alors, on a quelques questions autour du conflit entre co-emprunteurs. C'est le cas d'Alice qui nous dit « Bonjour, j'ai un gros problème, Monsieur Beuvelet. J'ai contracté il y a un an un crédit auto pour mon ex-ami qui aujourd'hui ne paye plus et la carte grise est à son nom. Puis-je demander à la maison de crédit de saisir le véhicule ?» Oh là. Oui. Vos internautes sont dans le dur. Là, oui, on attaque Alors, fort. tout le problème, c'est qu'ils sont co-emprunteurs. Donc, ils sont co-emprunteurs, ils sont tous les deux redevables de la dette. Et que le créancier, comme ils sont solidaires, peut bien demander la totalité de remboursement de la créance, soit à l'un, soit à l'autre. Et le créancier, lui, il ne fait pas de partage. Il ne s'arrange pas de la solution en disant... alors évidemment, à terme, il peut saisir la voiture. Mais avant de saisir la voiture, il va épuiser toutes les procédures qu'il a de recouvrement vis-à-vis des débiteurs. Donc là, Alice n'a aucun recours, en fait. Non, ou alors qu'elle la vende, la voiture. Alors je suppose que son conjoint, je veux dire son ami, compagnon, etc., lui, il a besoin du véhicule et vraisemblablement, il ne veut pas le vendre. Et comme la carte grise est à son nom, c'est sa propriété. Alors le problème, c'est qu'ils ont une dette commune sur un bien qui ne lui appartient pas. Pas simple. Pas simple. Pas simple pour elle. Donc là, les avocats ont plutôt un rôle à jouer dans cette affaire. À ce stade-là, oui. Oui, parce que... Alors, ceci dit, s'il est vraisemblablement, s'il ne paye plus le crédit, c'est que l'un ou l'autre est en incapacité. Et vraisemblablement, un ne veut pas payer pour l'autre non plus. Donc, vous voyez la difficulté. Hein. D'accord. Donc, Alice, voilà, il faut négocier et renégocier et essayer d'aplanir les choses, le conflit potentiel qui est entre vous et votre ex-ami pour résoudre cela. On a Célia qui est à peu près dans la même situation. Une situation où voilà, un achat à deux, mais après il y a une séparation, à la différence que son ami n'était pas présent au moment de la signature du crédit. Il n'a donc pas signé le crédit bien que son nom apparaisse. Aujourd'hui, il ne paye plus. Et suite à des rejets de traite, la société de crédit demande à Célia de les honorer. Et en plus, elle lui annonce qu'elle va aussi rembourser son ex-ami de toutes les traites qu'il a déjà payées sur le crédit, car elle a constaté qu'il n'avait pas signé ce crédit, alors que c'était le conseiller qui avait dit que ce n'était pas très important de ne pas signer. Alors là, il faudrait que... Alors effectivement, si le contrat n'a été signé que par Célia, elle doit assumer la totalité du remboursement, elle doit respecter le contrat. Alors lui, il a été cité, je ne vois pas comment il a pu être cité dedans, j'en sais rien, parce que là, il faudrait lire les documents, etc. Mais à l'heure actuelle, c'est elle qui est débitrice des effets du contrat. Donc c'est elle qui doit les assumer. Et effectivement, si lui, il a payé un certain nombre de choses et qu'il a participé, et que lui, en relisant le contrat, il s'aperçoit que finalement le contrat, il ne l'avait pas signé et qu'il n'était pas redevable, c'est lui qui, du coup, a une créance sur Célia. Donc lui, il vient rechercher, alors sans doute qu'il est pas mal conseillé, il vient rechercher la créance sur Célia qui va se retrouver finalement à payer la totalité de la créance. Alors après, là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a eu un défaut de conseil ? Là, il faut voir. Donc là, une fois de plus, là, on revient à... il peut y avoir une autre solution, mais à ce moment-là, elle devient d'ordre juridique. Et est-ce qu'elle vaut le coup d'être engagée ? Parce qu'on le verra pour toutes ces solutions-là. Est-ce que le coût de la solution juridique vaut l'intérêt de l'investissement qui va être fait pour le résultat qu'on en attend ? Alors là, je dirais, pour Célia, prendre un conseil et voir si... mais pour faire juger qu'il y a eu un défaut de conseil, ça n'est pas si évident que ça. Alors là, on a deux questions qu'on portait sur les soucis des litiges entre co-emprunteurs. Quels conseils on peut donner finalement quand on co-emprunte pour que justement on ne finisse pas dans les deux situations qui nous ont été décrites là par nos lecteurs ? Ah bon, de toute façon, quand on est en co-emprunteur, il faut bien avoir conscience des engagements qu'on prend. Donc quand on est co-emprunteur, on prend 100% de l'engagement, individuellement. On ne peut pas dire, puisqu'on est co-emprunteur, on a pris 50%, 50%. Ça n'est pas vrai. On a pris la totalité de l'engagement. C'est-à-dire que le créancier, pour lui, il considère bien qu'il a deux personnes, mais pour lui, pour sa créance, l'ensemble des deux personnes constitue un tout indivis. Et ce tout indivis est redevable. Et le banquier peut très bien demander la totalité
de la créance à l'un ou à l'autre. C'est son arbitrage. S'il considère qu'entre les deux, il y en a un qui est plus solvable que l'autre, il va tout demander au plus solvable en disant « charge à toi, tu m'as payé, charge à toi de recouvrer la quote-part sur ton co-indivisaire. Mais moi, je n'entre pas dans votre truc. » Les impôts, c'est pareil. Hein. Je vous signale que les impôts, c'est exactement la même chose. On peut demander tout à l'un, et puis on se dit, tu te débrouilleras avec l'autre. Par exemple, quand il y a des contrats de mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est exactement le cas qui se pose. Donc, je dirais, donc, pour être vigilant là-dessus, quand on emprunte à deux, et ce qui est une bonne chose, je veux dire, je ne critique pas, c'est vraiment quelque chose de dynamique, important pour un couple, parce qu'il a envie de faire en chose, mais qu'il soit bien conscient que la responsabilité, elle est individuelle à 100%. Elle ne change pas. Donc, le conseil, faites-le à deux, mais entendez-vous bien. Voilà. Et on est dans la relation humaine. Donc, voilà. D'accord. On poursuit avec Yannick qui vous demande « Bonjour Monsieur Beuvelet, recommandez-vous le rachat de crédit? Est-ce vraiment avantageux ?» Alors, c'est une très bonne question parce que le rachat de crédit, on lui fait dire énormément de choses et on met énormément de choses dans ce terme de rachat de crédit. Puisque dans le rachat de crédit, mais je vais essayer de ne pas être technique, hein, mais d'être simple dans la compréhension, il y a deux choses. Les rachats de crédit, d'une façon générale, sont toujours des renégociations de crédit. Donc là-dedans, dans ce secteur-là, nous avons deux choses. On a la renégociation d'un crédit, que beaucoup appellent un rachat de crédit, c'est-à-dire j'ai emprunté à un moment donné pour acheter ma maison dans l'immobilier, puisque c'est un crédit immobilier. J'ai eu un taux qui était à 4%, 5%, etc. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, les taux ont baissé. Je souhaite faire une renégociation de crédit avec ma banque, c'est-à-dire faire en sorte que ce crédit soit renégocié. Mais si la banque n'acceptait pas, pour des raisons X, Y, la renégociation, faire dans ce cas-là, racheter mon crédit par une autre banque pour avoir des conditions du marché. Donc ça, c'est la renégociation du prêt. Et puis vous avez le rachat de crédit, qui est également, là dont je vous parlerai de regroupement de crédit, regroupement des crédits, qui s'adresse à des populations qui ont deux, trois, parce que le rachat de crédit, le regroupement, c'est dès qu'il y a deux crédits à reprendre. Deux. C'est-à-dire que ça peut être un crédit immobilier, un crédit conso, ça peut être deux crédits à la consommation, ça peut être deux crédits immobiliers, enfin peu importe, c'est ça. Et là, ça veut dire, j'ai un certain nombre de crédits qui sont en place avec des durées différentes, des taux différents, et dans plusieurs banques, évidemment. Et ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est pour ma gestion, ça peut être ma gestion, ou pour réduire un endettement, parce que j'ai un endettement trop fort, c'est de regrouper l'ensemble de ces crédits en un seul crédit qui sera dans un seul établissement et j'aurai une seule mensualité, vous voyez ce que je veux dire, et qui, avec cette opération, devrait faire baisser mon taux d'endettement en supposant que mon endettement représente 50% de mes revenus, ce qui est énorme compte tenu des loyers, des charges, etc., de ramener cet endettement à, par exemple, à la zone de 20%, 25%, 30%, etc., même 40%, de passer de 50 à 40 peut être intéressant. Donc vous voyez les deux, la renégociation qui est la renégociation d'un crédit immobilier avec sa banque et le rachat qui est soit le rachat parce que la banque ne veut pas faire la renégociation, soit le regroupement de plusieurs crédits. Et après, ce qu'il vous demande, est-ce qu'il ne vaut pas mieux finalement négocier une pause dans le remboursement de son crédit ou un réaménagement des montants des mensualités plutôt que de faire le regroupement de crédit? Alors c'est aussi compliqué. C'est aussi compliqué. En ce qui concerne, alors je vais parler du rachat de crédit, je vais me mettre sur la partie, puisque là j'ai vu vos internautes, c'était des problèmes à chaque fois d'endettement, etc. C'est-à-dire ce que vous avez expliqué en début d'émission, c'est-à-dire de situations difficiles. C'est-à-dire que là en disant j'ai une pression avec mes remboursements, mes charges de toutes parts, etc. Que je me trouve que je vais progressivement dans une impasse et comment je vais m'en sortir. Là, je veux dire, pour être très très clair, la meilleure des solutions, c'est celle qui est dans les 90% des cas définitive, c'est le regroupement de crédit. Ça, je suis très clair et je suis formel là-dessus, c'est mettez-vous dans la meilleure position possible. Parce que de différer à une commande, d'abord ça sera difficile, il faut l'accord de son banquier, puisque différer, ça sera difficile, et ça peut différer. Si on a 4 banquiers qui sont en train de vous chercher, c'est différer avec 4, ça va être complètement dit. Je veux dire, je veux bien, mais bon, ça va être pénalisant. Il y a largement intérêt
à prendre la totalité et de le ramener à un seul. Formel là-dessus. Hein. Voilà, Maurice. Question de Myriam, et on va entamer une nouvelle série de litiges, mais des litiges dans la création et la constitution du crédit. C'est le cas de Myriam qui nous dit, voilà, j'ai acheté un ordinateur portable à mon fils qui entre en terminale, j'ai souscrit un crédit, je voulais un prêt personnel et non un crédit renouvelable, sur le moment je n'ai pas fait attention, il semble donc qu'on lui ait fait un crédit renouvelable plutôt qu'un crédit personnel. Elle a voulu profiter du délai de rétractation. Elle a annulé le crédit dans les 10 jours après son achat. Mais voilà, le magasin lui demande du coup de payer illico son achat. Elle ne dispose pas de la somme. Comment peut-elle s'en sortir? Donc, je résume. Elle a acheté avec un magasin. Donc, je pense que le crédit, il a été fait dans le magasin. La solution, c'est que le crédit lui a été fait par son fournisseur. Et là, son fournisseur lui a vendu un crédit renouvelable. Elle s'est aperçue a posteriori que c'était un crédit renouvelable. Elle a renoncé au crédit renouvelable. Et du coup, son fournisseur lui dit « c'est bien beau, je ne vais pas être payé je vais donc pas être payé par un banquier. Donc, c'est à vous de sortir sur votre trésor cette somme-là et vous ne l'avez pas. » Donc, ce qu'elle a comme solution, c'est à partir de ce moment-là, c'est d'aller dans n'importe quelle banque et se fait faire un crédit conso normal, et puis de payer. Voilà, c'est pas très compliqué. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Après, si elle, pareil, on en revient au défaut de conseil. Voilà. D'autant que, alors là, je vais faire une petite aparté juridique, mais qui me paraît indispensable pour tous vos internautes. Il faut le savoir. Ça, je voudrais qu'ils l'entendent bien. Il faut savoir que notre profession est réglementée. Enfin, je veux dire, la profession, quand on veut faire du crédit, quelqu'un qui n'est pas une banque, c'est-à-dire ce qu'on appelle qui est un intermédiaire en opération de banque, c'est-à-dire celui qui s'entremet dans la présentation d'une opération de banque, c'est le cas par exemple de ce vendeur-là qui a vendu un crédit. Or, il ne peut faire cette opération que s'il est intermédiaire en opération de banque. S'il n'est pas intermédiaire en opération de banque, inscrit à un registre spécial qui est tenu par un organisme qui s'appelle l'ORIAS, il n'a pas la capacité et le droit de faire ce type d'opération. Il est dans l'illégalité complète pour le faire. Donc à ce moment-là, elle peut éventuellement, vis-à-vis de ce fournisseur, vérifier si effectivement il est bien et il a la capacité à le faire, juridique. Si d'aventure il ne l'avait pas, elle aurait un argument pour dire, soyez gentil. Voilà, de forcer à l'arrangement, quoi. Exact. Et là, elle aurait, dans ce cas-là, un moyen juridique très fort. D'accord. Brigitte, elle, a aussi un souci avec son crédit conso, mais cette fois, elle ne souhaitait pas souscrire à l'assurance qui était associée au crédit. Et malgré tout, à la première échéance, elle s'aperçoit qu'on lui a prélevé une cotisation d'assurance avec la mensualité de crédit. Elle demande ce qu'elle peut faire pour faire en sorte que l'organisme arrête de prélever l'assurance qu'elle n'a pas souscrite. Bon, alors, là, il faut revenir au contrat. Parce qu'en fait, pour l'ADI, enfin l'assurance décès à invalidité, puisque c'est ça qu'elle dit, en fait, c'est une case qu'on coche sur le contrat. Il n'y a pas de phrase à mettre, je la prends ou je la prends pas, oui, non, etc. Donc il faut qu'elle revienne au contrat pour savoir si c'est coché ou pas coché. Alors si c'est pas coché et que c'est arriviste, c'est une erreur informatique. Là, elle fait un courrier recommandé, etc. Elle va régler le problème assez rapidement. En revanche, s'il est coché, si ça a été coché, ça veut dire qu'elle a pris l'option. Parce qu'il faut savoir qu'en matière de crédit conso, l'assurance n'est absolument pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. C'est utile, mais pour quelque chose qui va durer 2 ans, 24 mois, ce n'est pas forcément nécessaire. D'accord. Donc là, qu'elle revienne au contrat qu'elle a signé, qu'elle regarde son contrat, qu'elle regarde si elle a souscrit cet ADI, c'est-à-dire qu'en bas du contrat, elle l'a signé et que ça a été coché comme ça. Mais une fois de plus, si elle est passée par quelqu'un qui lui a rempli, etc., et que c'est lui qui a rempli toutes les cases et qui lui a dit « vous signez en bas », eh ben voilà. Donc déjà, vérification du contrat, et si effectivement la case n'est pas cochée, à ce moment-là, elle peut se retourner et demander un remboursement. Exactement, exactement. Lettre recommandée, mise en demeure, elle répète, elle joint la copie de son contrat, et puis voilà. D'accord. Voilà. Et ça doit se résoudre rapidement. Tout à fait. Alors, ce que je lui recommande, c'est de ne pas se faire justice elle-même. Hein. C'est-à-dire, par exemple, faire opposition au paiement. Oui, oui.
Oui, il vaut mieux qu'elle continue comme ça parce que c'est elle qui sera créditrice vis-à-vis de son créancier. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, elle aura trop payé, donc après elle aura des mensualités Voilà, plus mais faibles. surtout pas qu'elle dise puisque vous n'avez pas réglé ça, moi je suspends. Oui. Là parce elle se met, là du coup elle se met irrémédiablement à la faute. Hein. D'accord. Et du coup, elle inverse le Et rapport oui, de force. Exactement. Vous avez tout à fait raison. Elle inverse le rapport de force. On va passer au rachat de crédit. L'explication de tout à l'heure a suscité des questions, notamment celle de Sandy qui nous dit « Lors du rachat de crédit, ma banque m'a transmis des tableaux d'amortissement erronés. Elle a oublié de compter 3 reports. Puis-je demander une réévaluation des conditions du rachat? Et si oui, la banque peut-elle in fine revenir sur son accord ?» C'est-à-dire, n'ayant pas... Ouais. Si je comprends la question de Sandy, c'est en réintégrant cette période de report, est-ce que la banque peut se dédire de son accord? Alors, en fait, il faut savoir que le montage d'un dossier de rachat de crédit, c'est un montage lourd. C'est pas un montage facile. D'abord, pour ceux qui sont dans des cas justement de difficultés, je dirais, bon, peu importe les difficultés, accidents de la vie, tout ce qu'on peut trouver, etc. Donc, le montage d'un dossier est lourd, puisque pour celui qui va présenter le dossier, et généralement c'est un courtier pour la plupart du temps, puisqu'en fait, on peut dire que la plupart du marché du rachat, du regroupement de crédit passe par les courtiers, il a fallu analyser tous les comptes de celui qui en a besoin, c'est-à-dire les pointer, toutes les solutions, etc. Et que l'ensemble du dossier a été envoyé à la banque et qu'il a dû y avoir une relecture. Donc à la banque, ça passe chez des analystes qui regardent, et à la suite de ça, comme dans toutes les conditions de prêt, il y a donc une offre de prêt qui est faite. L'offre de prêt, elle est organisée par la loi. C'est-à-dire c'est un document formel qui dit, voilà, je vous ai fait une offre de prêt, voilà les conditions du prêt, voilà ceci, voilà les garanties que je vais prendre. Enfin, donc il est formalisé. Et normalement, quand on a cette offre de prêt, l'emprunteur, à ce moment-là, a un délai de 10 jours, incompressible, pour dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. S'il dit je suis d'accord, qu'il a renvoyé. Cette offre de prêt est formalisée. Si elle considère donc à posteriori, après commence cette édition, etc., il va falloir refaire, vous comprenez, la procédure. Il va falloir la refaire parce qu'il y aura un changement par rapport aux conditions qui est faites. En revanche, si elle s'aperçoit de cette position-là avant que qu'il y ait eu la matérialisation de l'offre de prêt, elle n'a pas de problème pour le rediscuter. Mais dans le cas inverse, le banquier va s'en tenir à l'offre qu'il a faite, puisque c'est trop ténu pour pouvoir changer les conditions. Il n'y a que 3 reports et a priori on est sur plusieurs années, donc ça ne change pas les paramètres de manière irrémédiable. Exactement. Donc si c'est ante-émission, il n'y a pas de problème. Si c'est après... Très bien. Question d'Apolline. Bonjour Monsieur Beuvelet, voici plus d'un mois que je monte des dossiers complets pour obtenir un rachat de crédit. À leur lecture, ma demande est refusée à chaque fois. Je ne sais plus quoi faire. Après tous ces refus, dois-je renoncer? Alors, là, il faut analyser précisément dossier par dossier, parce que là, à chaque fois... C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. C'est totalement du cas par cas. Alors, également, il faut savoir si, c'est Pauline, hein. Apolline. Apolline. Bon, pour Apolline, est-ce que son rachat de crédit concerne uniquement des rachats de crédit consommation, ou est-ce qu'il concerne un rachat de crédit immobilier, ou un mixte, rachat de crédit immobilier et rachat de consommation? Mais dans tous les cas, c'est son dossier, c'est sa position d'endettement, et c'est surtout sa capacité à revenir à meilleure fortune. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est sa capacité, parce que le banquier va analyser la situation existante, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez comme dette, qu'est-ce que j'ai à reprendre. Si je reprends ces dettes-là, voilà le remboursement que ça va vous occasionner. Donc là, on peut jouer sur le délai, etc. Mais est-ce que ce montant de remboursement, vous avez en face les revenus, et un terme que je n'aime pas du tout, mais qui est employé par tous les banquiers, le reste à vivre. C'est horrible comme terme, mais c'est un terme professionnel, c'est-à-dire que le banquier va analyser qu'après que le crédit soit remboursé, il faut que le reste à vivre soit suffisant pour pouvoir financer les dépenses courantes de la famille. Et ne pas engendrer un nouveau crédit. Sinon, on va retomber et le banquier ne se lancera pas, puisqu'on est déjà dans une situation difficile. L'objectif, c'est de la supprimer et non pas c'est pas, on en revient à la question de tout à l'heure, c'est pas un pis-aller. On ne cherche pas un pis-aller, on cherche une rupture définitive entre cette situation et la nouvelle. Donc là, elle a certainement, Apolline, dans son dossier, quelque chose qui est
fondamentalement. Parce qu'il y a un moment donné, on ne peut pas tout restructurer. Il y a un moment où le niveau d'endettement qui a été fait ne permet plus de rentrer. Et à ce moment-là, la seule solution après, c'est la commission de surendettement. D'accord. Donc, ce qu'on peut lui dire, c'est de reprendre contact avec les différents établissements pour leur demander les raisons, les motivations qui ont expliqué ces refus, puis qu'elle voit ce qu'elle peut... Alors, je dirais également une autre chose pour Apolline, c'est de savoir si pour son regroupement de crédit, son rachat, est-ce qu'elle a fait ça par Internet? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a fait ça avec des envois de dossiers à distance? Parce que tout le monde annonce. C'est probable, de ce que je trouve. Voilà. Or là, je vais lui conseiller, dans ce cas-là, c'est d'aller voir un courtier en crédit et qu'elle aille le voir en face à face et qu'elle discute et qu'elle expose son cas, etc. Parce que là, il y aura une solution humaine et non pas une solution uniquement de scoring. Mécanique. Voilà, mécanique. Oui, mécanique, voilà. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc elle a largement intérêt à reprendre ses dossiers, qu'elle soit d'une énorme franchise avec celui qu'elle va voir, c'est-à-dire que c'est un curé, hein, voilà, c'est-à-dire qu'elle raconte tout, elle lui dit tout, pas de mystère. Et là, à l'issue de ça, il sera capable de lui dire, lui, oui, il y a une chance ou non, il n'y a aucune chance. Mais là, elle aura une véritable réponse. Mais ce n'est pas en éparpillant son dossier sur un certain nombre de sites qu'elle va avoir l'efficacité de la meilleure réponse. Elle va un peu trop à la pêche, quoi. Exactement, elle va un peu trop à la pêche, et puis, tandis que en face à face, la personne qui va le recevoir va écouter et va prendre son cas, c'est-à-dire c'est votre cas, je regarde, etc. Et je dirais que si elle donne tous les éléments, etc., je veux dire, il y a la capacité de celui qui la reçoit de lui donner une réponse, je dirais sous une semaine, il est capable de lui donner une réponse. Lui, c'est-à-dire une réponse en disant, moi je pense qu'il y a 80% ou 60% que je puisse passer votre dossier. Après, il faut également l'avis du banquier de l'établissement de crédit spécialisé qui va l'étudier. D'accord. Charlotte est dans une situation à peu près similaire qu'à celle d'Apolline. Elle s'étonne du nombre de documents qu'on lui demande. Elle trouve qu'il y en a beaucoup trop et elle vous demande lesquels sont vraiment indispensables. Je vais la brusquer. Tous. À ce stade-là, il ne peut y avoir aucun mystère avec le banquier. Aucun. C'est-à-dire, quand je dis tous, ça va, contrat de mariage, le divorce, j'ai à payer des indemnités à X et Y, je dois de l'argent à monsieur untel, j'ai une dette sur ma voiture, etc. Tout, je gagne tant, j'ai des allocations familiales, tout. De toute façon, tout va être ciblé puisque on va demander, par exemple, les 3 derniers extraits de comptes. C'est-à-dire, on va demander les comptes sur les 3 derniers mois, systématiquement. Et on va pointer 3 mois de compte. Un professionnel, automatiquement, va pointer 3 mois de compte. Donc, quand il y a une recette, la question, c'est d'où vient cette recette, à quoi elle correspond, et s'il y a une dépense, quelle est cette dépense, à quoi elle sert. Mais ça, dans le processus d'un dossier de rachat de crédit, c'est fondamental, c'est basique. On ne va pas faire un rachat de crédit en disant ben voilà, je dépense environ tant, etc. On est vraiment dans une réalité profonde. Donc, au contraire, si elle ne donne pas les éléments, ça sera signé ça sera plutôt comme de la non-transparence. Et donc, du coup, par défaut, elle leur obtiendra un non. Exactement. D'autant qu'il ne faut pas qu'elle ait peur, puisque que ça soit celui qui va recevoir son dossier, le courtier par exemple, ou le banquier, ils sont soumis au secret professionnel. Donc absolument, et ça serait une faute pour eux de divulguer ces informations. Donc elle n'a aucune crainte à les donner, rien. Le problème qu'il y a pour certains, c'est d'arriver à collationner toutes ces informations. Parce que beaucoup, les informations, ils l'ont dans leur boîte à gants. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Parce que quand il faut les remonter, et on ne peut pas monter, on ne peut pas présenter un dossier à la banque tant qu'il n'est pas complet. Donc là, il y a pour certains une recherche d'informations, et s'ils n'ont pas été assez vigilants, rigoristes sur garder ses factures, garder ses justificatifs, etc., ils ont un réel problème. Question de Maïta. Peut-on rembourser un crédit relais pour faire la jonction entre la vente d'une maison et l'acquisition d'une autre dès la vente effectuée sans subir de pertes financières? Oui, bien sûr. Rembourser un crédit relais quand on a vendu, ben, ça va de soi de toute façon. Puisqu'en fait, ce que je comprends, c'est-à-dire avant même le terme du crédit relais. Ah ben bien sûr, à aucun moment. Il est remboursable à tout moment.
comme tous les crédits. Il peut être. Mais certains, comme le crédit immobilier, il y a des pénalités parfois. Oui, non. Mais non, on est dans un contrat de prêt-relais, on est sur un contrat qui est généralement à 24 mois, etc. Il n'y a pas de pénalité, il n'y a aucune. Elle a ses intérêts d'emprunt, point. Elle n'a pas d'intérêt, elle n'aura pas de pénalité sur le capital restant dû. D'accord, voilà, Maïta, vous avez votre réponse. Vous pouvez rembourser quand vous voulez, à partir du moment où la somme est disponible. Absolument. On reste dans l'immobilier, on a une question d'Emmanuel qui nous dit, voilà, je veux faire un rachat immobilier, il y a une hypothèque sur mon emprunt, faut-il faire une levée d'hypothèque ou pas au moment, pour pouvoir réaliser ce rachat de crédit? Alors, donc quand il y a, alors là, il y a deux choses. Là, on parle d'un rachat de crédit, donc je me mets bien dans la position qui est un rachat, c'est-à-dire la reprise par une autre banque. Parce qu'autrement, c'est une renégociation. Si c'est une renégociation, les garanties... Ou une liquidation du crédit, où il finit, il a la somme adéquate pour terminer son crédit plus vite et il la met à disposition. Alors là, il fait ce qu'il veut. Je veux dire, en revanche, s'il revend, il va être obligé de donner la main-levée de son hypothèque, puisque son acquéreur, le banquier qui va lui prêter, va vouloir un bien sur lequel il n'y a plus de dette inscrite. Donc ça veut dire que le crédit sera remboursé. Donc c'est pour ça que je dis que lorsque vous remboursez un crédit, vous vendez votre maison, vous la vendez, il y a un prix de vente qui arrive. Sur le prix de vente, on va rembourser la banque qui devait l'argent. On va faire une main-levée de l'hypothèque, c'est-à-dire que c'est écrit au registre. Alors on va rayer la ligne, monsieur Untel doit à la banque X la somme de temps, ça va être rayé. Et le nouvel emprunteur, lui, il va emprunter à la banque Y, qui va écrire une ligne sur le bien en dessous, monsieur Untel me doit tant, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire, malvé, etc. Donc là, je dirais, c'est débattu. Si c'est en rachat de crédit et qu'on reprend, c'est-à-dire qu'on se fait racheter ses crédits par une autre banque, donc là, à ce moment-là, c'est pareil, il y aura une liquidation du prêt, c'est-à-dire donc avec l'argent que va prêter la banque, ce n'est pas un achat, mais c'est l'argent, on va rembourser l'autre prêt, donc rayer, faire la main-levée de l'autre hypothèque, c'est-à-dire la rayer, et payer les frais de l'inscription de l'autre. En gros, ça coûtera 2%. Ce type d'opération coûtera 2%. Donc en fait, on en ferme une et on en ouvre une autre. Exactement. Alors, on peut également là-dedans, on n'est pas obligé de repartir sur une hypothèque. On peut également repartir sur une caution bancaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça dépend des exigences du nouvel établissement. Oui, ou de la négociation qu'on a avec lui. On peut changer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, puisqu'on a une mise à niveau, une remise à niveau, c'est une remise à plat. Donc on repart sur un nouveau. Donc l'ancien, on le liquide. Et puis c'est le nouvel accord qui fera foi. D'accord. Toujours dans la renégation de prêts immobiliers, il y a Magali qui a une mésaventure. Vous allez nous dire comment elle pense s'en sortir, puis surtout si c'est possible, si c'est permis. Elle nous dit que sa conseillère lui a accepté de renégocier son prêt immobilier, mais elle a émis plusieurs conditions. La première, c'était de souscrire à des parts sociales de la banque et ensuite de souscrire à une carte bancaire associée à un crédit revolving. C'était deux conditions sans quoi il n'y avait pas de renégociation. Est-ce que ce type de comportement est possible? En a-t-elle le droit, nous demande Magali? Alors, elle a toujours le droit de le demander, c'est sûr, et Magali a toujours le droit de le refuser. D'accord. Donc le résultat des courses, en clair, c'est qu'ils ne lui feront pas sa renégociation. Donc si ce sont des conditions telles et qui ne sont pas acceptables pour Magali, ce que je lui conseille, c'est à ce moment-là d'aller voir un autre banquier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de renégociation de prêt, le banquier, c'est le premier qu'il faut aller voir. C'est commencer par discuter avec son banquier s'il accepte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce banquier-là ne vous fera pas les conditions du marché. Donc il ne vous fera jamais les conditions qu'il ferait pour la conquête d'un nouveau client. Il faut le savoir. Donc il va vous faire de toute façon moins cher. C'est-à-dire que si le taux du marché dit à l'heure actuelle que vous pouvez renégocier à 3%, vous voyez ce que je veux dire, alors que vous aviez avec votre banquier un crédit à 4%, il ne vous fera pas 3. Au mieux, il vous fera 3,5. C'est le concurrent qui veut vous acquérir comme clientèle, qui lui va vous donner un bonus et qui va baisser, vous voyez ce que je veux dire, et qui sera sans doute moins exigeant au niveau des conditions du taux d'équipement en produit, quoi. Exactement. D'autant que ce qu'il faut savoir que dans une renégociation, on renégocie tout. C'est-à-dire qu'à la fois quand on va ailleurs, donc on se retrouve avec des meilleures conditions de crédit, mais on peut également renégocier les conditions d'assurance, puisqu'on va solder tout. Et que le crédit étant terminé sur l'ancien, l'assurance ne joue plus. Donc si on a eu une assurance groupe qui a coûté 0,40 du crédit, ce qui est important, et qu'on peut renégocier avec une nouvelle assurance qui peut être à 0,15,
vous voyez le différentiel qui se rajoute à la commande au crédit et le packaging de l'ensemble est très très bénéfique. Donc moi ce que je considère dans tous les cas, c'est première démarche, vous allez voir votre banquier. Deuxième démarche, je conseille d'aller voir un courtier crédit. Je parle pour ma profession, hein, voilà. Allez voir un courtier crédit. Si vous allez voir un Inenfi, ça me plaira beaucoup. Mais allez voir un courtier crédit qui, lui, va vous faire une analyse précise et qui va être capable de vous donner exactement le gain que vous allez faire, enfin le potentiel de gain que vous allez faire. D'accord. Voilà. Mais allez-y, allez-y. Et puis, je dirais pour toutes les personnes qui veulent le faire, ne vous contentez pas des explications qu'on vous donne dans la presse, etc. Il faut au moins avoir encore 15 ans de crédit à payer, il faut un différentiel de 1 point, etc. Ça, comment dirais-je, c'est très très vulgarisateur, mais c'est très limitant, vous voyez ce que je veux dire. Allez voir, ça ne coûte rien, c'est gratuit, le service d'un courtier crédit est complètement gratuit, il vous fera une étude gratuite et après vous serez en capacité de dire, eh bien j'opte pour le changement ou je n'opte pas. Mais il ne faut pas se priver de cette possibilité d'étudier une solution comparative. Se fermer aucune porte. Se fermer surtout aucune porte, surtout dans une époque qui est difficile à l'heure actuelle et qui ne s'améliore pas pour chacun de nous, hein. On va finir avec les questions de Fred qui vous dit « Bonjour Monsieur Beuvelet, savez-vous pourquoi les crédits en 3 fois, 5 fois ou 10 fois sans frais ont quasiment disparu ou sont devenus payants ?» Alors, il va me pardonner, mais je n'ai pas... il va me pardonner sur cette question-là, mais C'est pas l'impression que vous avez ? Non, d'abord, c'est pas du tout c'est pas une impression d'un ami, mais je suis pas trop confronté au crédit conso, pardonnez-moi. Mais enfin en tant qu'individu, donc je sais pas. Moi, je sais qu'effectivement, si c'était, ça me plairait beaucoup ces solutions-là, y compris 20 fois sans frais. Moi, ça me va très bien. Peut-être que c'est un coût. Ça m'étonnerait parce que c'est pas le coût du crédit. Le coût du crédit à l'heure actuelle est relativement faible, y compris pour le crédit fonds conso, puisque le crédit conso au-dessus de 6 000 €, le taux d'usure est à 10%. Donc à l'heure actuelle, on ne peut pas avoir plus de 10%. Je dirais par exemple pour le crédit IMO, si vous voulez une référence, le taux d'usure, il est à 5,5. Donc vous ne pouvez, le TAEG, c'est-à-dire tout compris, vous ne pouvez pas avoir plus de 5,5%. Moi, j'ai connu une époque où on empruntait, ça fait sourire mes enfants, mais on empruntait à 13%, 14%. Donc voilà. Donc je ne sais pas. Très bien. Franchement, je ne sais pas. C'est sur cette dernière question que l'on va se quitter. Merci beaucoup Pascal Beuvelet d'avoir accepté de répondre à ces questions pour certaines très ardues. Le sujet n'a de loin pas épuisé. On n'a pas pu répondre à toutes vos questions, on s'en excuse. Merci à Rudy qui nous a réalisé ce nouveau décor pour notre émission. Merci aussi à Steve et Enzo et Florent qui étaient à la technique. À bientôt sur l'internaute.com pour d'autres sessions de questions auprès d'experts pour vous aider à bien gérer vos finances personnelles.